Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir invité Durable à se présenter à vous. Donc j'ai 20 minutes. Donc il faut savoir que Durable est un réseau de l'agence ERA dont on vient de parler. Donc l'agence ERA, c'est l'agence de réponse aux crises sanitaires, et aussi pour comprendre le fonctionnement des missions de Durable, dont en fait qui est le raccourci de Delivering a Unified Research Alliance of Biomedical and Public Health Laboratories Against Epidemics. Vous allez voir pourquoi ce titre a été choisi. C'est que la mission d'ERA, c'est de superviser le développement, la production et la distribution des contre-mesures médicales, que ce soit des contre-mesures médicales purement médicales comme les vaccins, les médicaments, mais également d'autres mesures complémentaires comme les équipements de protection individuelle, par exemple. Alors, ayant cela en tête, que Durable est un réseau de laboratoires de ERA, eh bien, on comprend mieux la construction du consortium. Donc, le lancement a eu lieu en 2023. Donc, c'est un consortium qui réunit 20 institutions scientifiques situées dans 15 pays de l'Union européenne, qui s'est formé autour d'un noyau de 6 institutions principales. D'une part, l'Institut Pasteur et le Pasteur Network, la KU Leuven, donc l'université à Louvain, le Centre médical Erasmus à Rotterdam, Charité à Berlin, l'Institut supérieur de santé publique en Italie à Rome, et un institut vétérinaire qui est le Friedrich Loeffler Institute en Allemagne. Et puis autour de ce noyau se sont agrégées d'autres institutions dans divers autres pays de l'Union européenne. Alors on ne couvre pas pour l'instant toute l'Union. Il y a une coordination qui est assurée donc par moi-même, par Marion Koopman, par Roberto Bozzone, Gianfranco Munizza et plus récemment Jeroen Pauwels. Donc ce programme est divisé en work package. Alors quelques chiffres sur ce programme et le consortium. Donc la durée, c'est 4 ans, du 1er février 2023 au 31 janvier 2027. Le budget total, c'est 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, donc 80% est apporté par l'Union européenne et le reste par les partenaires. Donc, je vous l'ai dit, 20 institutions dans 15 pays, et au total, 170 individus sont directement concernés par ce consortium. Sur le programme, il y a 10 objectifs spécifiques, 48 tâches, 11 work packages. On a 11 points d'étape et 24 livrables. Alors, on n'y voit pas grand-chose, mais je vais vous choisir quelques livrables particuliers. Le premier, par exemple, c'est de créer et de modeler pour un réseau de laboratoires qui doit être établi et fonctionnel. On peut prendre également le work package numéro 11, l'objectif numéro 10 par exemple, qui est de développer et de tester des aspects importants, clés dans le mode urgence, et dont Hervé vient de parler. Effectivement, il y a la bascule de, comme on dit, temps de paix, temps de guerre, pour faire des analogies avec un autre monde. Donc l'objectif principal de ERA, c'est de fournir des informations d'excellente qualité pour en fait venir en soutien des décisions de ERA qui doit prendre des décisions d'achat, notamment de contre-mesures médicales. On va voir quelques exemples par la suite. Alors, quel peut être l'impact du projet? Alors, l'impact du projet, ça va être la synergie des différents impacts des différents work packages. Alors, je vais en prendre pas au hasard. Je vais prendre le premier, par exemple. Donc, c'est d'avoir un consortium intégré pour une communication commune, une stratégie commune et des protocoles harmonisés. Et puis, on a par exemple un work package qui est la caractérisation phénotypique et des caractères des agents pathogènes qui nous intéressent.
Et ce Work Package, par exemple, va être directement lié au Work Package numéro 8, qui est la modélisation dans laquelle on va essayer de faire entrer les données de laboratoire in vitro, ex vivo, dans les modélisations mathématiques de dynamique des épidémies. Donc c'est cette fertilisation croisée entre les différents types de travaux qui vont être mis à profit pour avoir une suivi, une prévision meilleure de l'évolution des épidémies. Et le Work Package 11, c'est eh bien je dirais le Work Package qui rassemble un petit peu tout et pour lequel on organise une fois par mois des réunions en visio avec les autres Work Package leaders. Alors, quelle est la valeur ajoutée pour la préparation aux épidémies du consortium? Alors, comme on l'a dit, l'idée, c'est d'être le plus intégré possible dans notre communication et notre stratégie. C'est d'avoir une collaboration améliorée avec les autres réseaux qui existent en Europe. D'utiliser les données de laboratoire, comme je l'ai dit, ex vivo et in vitro, pour l'étude des virus et injecter ça dans d'autres aspects, notamment la modélisation, d'avoir des capacités de diagnostic améliorées pour les nouveaux virus et pour les nouvelles souches de virus déjà connus. Et puis, il y a aussi une partie importante sur la formation, et notamment à travers des écoles durables, des durable schools, qui couvrent à la fois les aspects d'alerte précoce et de système de réponse. Et l'idée, c'est d'aller le plus vite possible du génotype au phénotype. Quelle est la valeur ajoutée pour la réponse? Alors, la réponse, si j'ose dire, est un peu la même que pour la valeur ajoutée pour la préparation. Mais ici, on y ajoute aussi l'identification de composés chimiques qui peuvent être éventuellement à la base de développement de médicaments, le renforcement des capacités diagnostiques et puis une réponse coordonnée dans les épidémies par des procédures opératoires qui soient communes et qui soient déjà distribuées au sein du réseau. Et l'idée, c'est d'avoir une réponse durable lors des périodes de crise. En fait, lorsqu'on a écrit le projet, on avait fait la liste des différents réseaux dans lesquels les différentes institutions de durable étaient déjà impliquées. Et voilà, on avait 15 réseaux européens, 5 réseaux qui étaient dans l'Europe, mais qui n'étaient pas basés sur les mêmes modes de financement, et puis des réseaux notamment financés par le NIH. Une étude de mapping, de cartographie beaucoup plus précise a été faite donc, par un Dr Van Beek de Erasmus Medical Center. Et en fait, c'est une interaction qui est faite sur les publications communes. Alors, il y a un seuil sur le nombre minimal de publications qui sont faites. Et pour regarder les liens qui existent avec les réseaux existants des différentes institutions qui constituent Durable. Sur cette image, en vert, vous avez les points des institutions qui sont dans Durable. Alors, on peut regarder... Pardon. Ah. Alors, en fait, dans le centre, on a IPEMC. Donc, ça, c'est les deux instituts coordinateurs de Durable. Et les autres institutions sont en vert. Et puis, les réseaux avec lesquels nous interagissons sont ici par les petits cercles marrons. Et en fait, quand on fait le calcul, Durable interagit avec 83 réseaux européens ou mondiaux. Donc là, il y a tout un effort d'essai à ce que chacun puisse collaborer avec les autres et apporter chacun sa pierre à l'édifice sans empiéter ou chevaucher trop sur les autres. Donc cette cartographie montre les interactions extrêmement riches entre les différents niveaux qui existent. Alors, où en sommes-nous? Cette diapo est un petit peu ancienne. Nous en sommes au 26e mois. Et donc, on est à un peu plus de la moitié du projet, avec déjà nos 2 premiers meetings globaux qui ont été faits, généraux qui ont été faits à Paris, puis au Rotterdam, puis Paris de nouveau. Et puis, un certain nombre
réunions que nous avons fait, et notamment un exercice online sur 2 jours, enfin 2 après-midi, de simulation d'un événement causé par la grippe aviaire H5N1. Alors, ce que je vais vous montrer par la suite, c'est un fichier Excel illisible, mais en fait, c'est pour vous illustrer quelque chose. C'est en fait l'intensité de nos contacts avec ERA. Nous avons ici listé entre le 1er et le 25e mois le nombre de réunions que nous avons avec ERA. Il y en a 63. Alors, l'équipe de coordination resserrée que je vous ai listée tout à l'heure se réunit tous les vendredis matins pour suivre l'évolution du projet. Et puis également, le vendredi matin, on fait tourner de semaine en semaine les différents work package leaders pour savoir où sont l'avancement des travaux. Et puis, une fois par mois, nous avons dans les 63, il y a un certain nombre de réunions qui sont prévues, une fois par mois par exemple avec ERA. Et puis, nous avons aussi des réunions qui sont causées par des requêtes d'ERA. Les requêtes d'ERA, c'est dans la colonne, vous avez des couleurs rouges et vertes. Alors, ces rouges et vertes correspondent à des requêtes d'ERA, c'est-à-dire que ERA a une question particulière. Par exemple, H5N1 nous a beaucoup occupé, et une question qui peut préoccuper ERA, par exemple, très pratiquement, c'est est-ce que le nouveau clade 2.3.4.4b de H5 est antigéniquement éloigné au virus qui existe déjà dans le vaccin qu'on compte acheter, et quelle est la nature de ce croisement. Donc, c'est des questions extrêmement précises sur des potentialités d'action immédiate. Et donc, nous avons 2 types de requêtes. Les requêtes qui sont pas urgentes, elles sont en vert ici. Et ces requêtes qui ne sont pas urgentes, nous avons largement le temps d'y répondre puisque nous avons 1 semaine. Et puis, les requêtes qui sont urgentes, celles-là, qui sont en rouge, eh bien, ce sont des requêtes dans lesquelles il faut apporter des réponses dans les 48 heures. Donc, pour vous dire que le rythme de travail est assez élevé. Et donc, vous pouvez voir, on en a eu un certain nombre, je dirais une dizaine, avec à peu près la moitié qui sont des requêtes urgentes, selon un processus formel qu'on a établi avec ERA. Et lorsqu'on regarde les sujets de ces requêtes sont pratiquement toujours sur des agents respiratoires, notamment SARS-CoV-2 et virus influenza H5N1, mais on peut avoir également d'autres questions. Donc voilà un peu le mode de fonctionnement et en fait une interaction qui est extrêmement forte avec ERA. Alors, nous avons fait récemment notre 3e meeting annuel, et puis on aperçoit que un réseau qui vient de se créer, bon, avec des gens qui ont déjà quand même l'habitude de travailler ensemble, il ne faut pas se le cacher, mais un réseau avec des missions un peu différentes, avec ce type de fonctionnement. On a même pas 3 ans, mis en place des rencontres plus interactives, plus participatives et avec beaucoup plus de relations et de communication entre les work packages. Alors, on a quand même des défis à relever pour Durable. D'abord, trouver un équilibre entre l'expertise sur des pathogènes spécifiques et l'expertise générique qui peut servir au moment où on a un virus ou une bactérie qu'on ne connaît pas et qui apparaît. La nécessité de pouvoir résumer et de synthétiser des données pour inclure notamment une claire description de ce qui n'est pas certain, de ce qui est inconnu. Et ça, c'est très, très important et c'est difficile à faire passer, le manque de certitude, l'incertitude, de savoir exactement quel partenaire peut et ne pas contribuer en temps de préparation ou en temps de crise, de savoir jusqu'à quel niveau les informations des différents partenaires, des différents laboratoires peuvent ou pas être comparées, et également de développer des processus de priorisation et
de basculement pour s'attaquer à des questions critiques au moment des épidémies. Donc, ceux-ci sont les défis que nous avons à relever. Et avec ces défis, je termine ma présentation. Merci beaucoup, ce qui nous fait gagner 2 minutes de plus pour la discussion. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est bon, c'est arrivé. Merci beaucoup, Jean-Claude. Donc, c'est une présentation importante parce qu'on on entend beaucoup parler de durable, qui est un projet important. Et parce qu'on travaille avec ERA et avec DG Recherche aussi, pour aussi lancer des recommandations et les priorités de recherche. Et donc, durable est important. Alors, il y a un truc que je voulais te demander. Tu parles de ERA, un peu comme le Big Brother. Et on sait que ERA, il ne sait pas où il est pour l'instant. Et personne ne sait où on va le mettre, d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont le mettre dans la santé? Est-ce qu'ils vont mettre la recherche? Est-ce qu'il va être... Et quand tu parles de ERA, tu parles de qui, en fait, exactement? C'est à qui vous dit tout ça? C'est intéressant pour nous de savoir avec qui... ERA, pour nous, c'est le Project Officer et c'est aussi le directeur scientifique, Philippe Wolfgang. Donc c'est Philippe Wolfgang. Oui, c'est Philippe, tout à fait. Et quand je parle d'ERA, c'est directement des gens qu'on a régulièrement au bout du fil ou par mail. Et effectivement, pour nous, ERA est très présente. C'est pas du tout. Non, mais c'est quasiment. C'est pas du tout théorique. Et alors, effectivement, la question se pose, c'est qu'est-ce que. Pour l'instant, on n'a aucune idée de est-ce que durable sera durable. Comme on a pu avoir d'autres projets, on a le 1, le 2, le 3 qui se suivent parce qu'en fait ça marche bien et ça continue. Et là, on ne sait pas, même si ça marche bien, on ne sait pas s'il y aura un durable 2. On a posé la question d'ailleurs parce qu'il faut qu'on puisse savoir quels en seraient les contours pour pouvoir se préparer. Et puis effectivement, je pense que la difficulté qu'on a pu avoir au départ, l'ajustement n'est pas facile parce que c'est pas un mode de fonctionnement qu'on a avec les projets de recherche classiques. On est un peu, je dirais, on s'attend un peu comme si on nous commandait des choses et on devait les livrer, c'est-à-dire qu'un peu une relation client en fait, qui n'est pas du tout l'habitude qu'on a, mais c'est parce qu'aussi on passe par ADA qui est en fait là par où transite l'argent, donc c'est l'agence de financement. Et donc, l'avenir d'ERA est aussi... bon, je pense que si Ursula von der Leyen n'avait pas été renommée présidente de la Commission européenne, ERA, j'en aurais pas donné cher. Mais c'est un peu son bébé. Donc, we shall see. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis quasiment, vous parlez avec, alors je ne sais pas si tout le monde sait, avec Wolfgang Philipp, qui est le numéro 2 ERA. Je trouve que c'est pas forcément... C'est intéressant, en fait. C'est quasiment, ça vient vraiment en haut de ERA. Lorsqu'on a fait alors c'est sur 3 jours, mais c'est 2 jours en fait, de réunions annuelles ici à Pasteur au mois de février, Wolfgang Philipp est resté l'intégralité du temps. Merci, Président. 2 questions en ligne en attendant que d'autres prennent le micro. La première, c'est est-ce qu'il existe une harmonisation des techniques de laboratoire du réseau? Il existe... Non, ce qu'on a développé, alors on a un work package chez le 9 qui est l'harmonisation et le déploiement rapide de nouveaux tests de diagnostic. Qui est piloté notamment par Charité, par Christian Drosten. Et là, effectivement, c'était pas simplement des contrôles de qualité. C'est-à-dire que là, on fournit un protocole identique, des contrôles positifs identiques et des tests identiques. Et on l'a fait par un certain nombre de virus. On a commencé par Ebola, notamment, les filovirus, mais Ebola en particulier. Notamment parce qu'on a eu des questions au moment où il y avait Marburg. Donc on dépend un peu de l'actualité sur les questions qui nous sont posées. Et donc pour l'instant, le nombre de pathogènes sur lesquels nous avons des procédures communes et validées et comparées entre les différents laboratoires sont assez limités, mais c'est un peu l'idée. Ok.
Ok. Il y a une question en ligne, mais oui. Terminer. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié la présentation et puis j'ai trouvé les objectifs. C'est vrai, même si ça peut s'appliquer à l'Europe, je trouve quand même, pour moi qui vis en Afrique, je trouve quand même ambitieux. Je reviens sur une expression, aller plus vite du génotype au phénotype. Alors, moi, je veux savoir, est-ce que c'est raisonnable lorsqu'on compte travailler en réseau? Il faudrait que le reste du monde aussi suive. Et puis, toujours dans le même ordre d'idées, bien sûr, est-ce que cette approche est-elle valable lorsqu'on travaille sur tous les pathogènes? Ou bien il peut y avoir des exceptions? Bien, on sait que, merci pour la question, et d'ailleurs, alors ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas coupé du monde et qu'on n'est pas en autarcie comme réseau, hein, comme je l'ai dit. L'idée, c'est d'avoir des collaborations avec d'autres réseaux, et je l'ai dit, on a 83, et notamment sur la préparation de l'Afrique, hein, il y a d'autres réseaux dans lesquels nos institutions sont aussi partenaires, il y a AfroScreen, il y a One Health Secure maintenant pour Medilab Secure, donc, qui est tourné beaucoup vers l'Afrique, et donc l'idée, c'est que la caractérisation phénotypique prend beaucoup de temps parce qu'il faut soit mettre les virus en culture, soit avoir des modèles animaux, et que les délais pour avoir des réponses à des questions sur les caractères phénotypiques sont longs, et quelquefois trop longs pour des décisions, pour des décisions pratiques. L'idée, c'est que la séquence est quand même plus facile à faire, on n'a pas besoin de grosses infrastructures, et que si on peut avoir des modèles qui peuvent nous faire passer du génotype au phénotype, d'apprendre de mieux en mieux la correspondance entre les deux, et bien, notamment avec le génotypage, hein, la surveillance génomique qui est très très importante, qu'il est, je veux dire, pas facile, c'est compliqué, mais la preuve, c'est que ça a été fait grâce à Covid, eh bien, on peut effectivement appréhender des caractères phénotypiques à partir du génotype. Enfin, c'est l'idée, c'est de gagner du temps sur les décisions à prendre en termes d'acquisition de contre-mesures médicales. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est bon? Oui, parlant de réseau, il y a une question en ligne. La personne demande qu'en est-il de l'interface entre Durable et le réseau des labos soutenu par Mérieux. Pas de relation directe, mais je pense que si on regarde dans les différents partenaires, il doit y en avoir. Mais je ne peux pas répondre précisément à la question. Jonathan Eubank, ERINA. Jean-Claude, tu parlais de la disponibilité de ces capacités dans un moment de crise. Ce qu'on a vu pendant le Covid, c'était qu'il y avait une sorte d'effort national au détriment des efforts internationaux. Donc, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la façon si le durable est robuste aux impératifs nationaux? Je dirais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que oui. En revanche, on a quand même remarqué que la collaboration était quand même facilitée. On avait notamment, lorsque des nouveaux variants sont arrivés, en fait, même si on ne pouvait pas envoyer rapidement des virus, on a échangé les lignées de cellules qui étaient particulièrement sensibles. Et ça a permis à d'autres instituts de pouvoir faire leur propre isolat rapidement. Et c'était plus facile d'envoyer des cellules que d'envoyer du matériel infectieux. Donc je pense qu'effectivement, il y aura une partie des ressources qui sont absorbées par les besoins nationaux, ça ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Mais je pense que si on montre que la coopération permet d'aller plus vite et de ne pas centrer simplement les questions. Par exemple, au départ d'une crise, quand il y a des cas qui sont... Quand on fait un essai clinique, et finalement, il n'y a pas beaucoup... Il y a 10 cas en France, 10 cas en Belgique, 5 cas en Italie. Finalement, au départ, pour avoir la somme de patients nécessaires à avoir des idées sur l'efficacité d'un médicament, en fait, est tellement divisé que si on fait des essais cliniques par pays, en fait, on se retrouve avec des effectifs qui sont trop petits. Et que finalement... pouler des résultats, alors il faut développer, qui serait fait dans chacun des pays, mais avec des procédures opératoires standardisées pour avoir des résultats comparables, permettrait peut-être d'aller plus vite
pour rassembler assez de patients, pour avoir assez de données, pour pouvoir avancer dans l'acceptation d'un nouveau médicament, par exemple. Donc c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'au départ, on n'a pas assez de cas, mais c'est le moment où il faut, parce qu'après, une fois que ça commence à monter, la vague arrive très très vite. C'est un peu l'idée, en fait. On n'en est pas là encore, parce que... Alors donc, on doit aussi... parallèlement, se connecter avec les réseaux qui sont spécialisés dans la recherche clinique, dans les essais cliniques, et justement pour essayer d'avoir une synergie et d'aller au plus vite possible, avoir un minimum de patients pour avoir des résultats, pour pouvoir prendre des décisions sur le développement d'un médicament ou son achat. Merci, on est à la fin. Je voulais juste un petit mot. J'ai vu le réseau AfroScreen sur le mapping que vous avez montré, mais concrètement, c'est quoi quel est le lien? Le lien, c'est que ça fait partie de ces réseaux avec lesquels Durable interagit, parce que des institutions qui sont dans les deux réseaux collaborent. Et que lorsque des réseaux produisent et font avancer des capacités, comme le fait AfroScreen en termes de surveillance génomique dans le monde en général, et en Afrique en particulier, eh bien, tout le monde en profite. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. On peut merci. l'acclamer. Merci.